l'accélération de Raka, personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai, pour l'ASM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans Ici Montferrand, le podcast qui débat de l'actualité de l'ASM Clermont-Auvergne. Dans quelques instants, on va débattre autour de cette question. Les journalistes doivent-ils noter les joueurs? Justement, des journalistes autour de moi. Fred Vernat, Christophe Buron, Valérie Lefort et Jean-François Nunez. Bonjour messieurs. Salut Greg. Salut Greg. On retrouvera bien sûr les top flops, un focus sur l'actualité de ce week-end et le match de l'équipe de France et la performance des Clermontois en équipe de France. Et puis on terminera bien sûr, comme à l'accoutumée, par le quiz. Allez, on commence tout de suite avec les 3 infos, essentielles ou non. Première info, les Clermontois sont en vacances et grâce au réseau Instagram, on apprend que Fritz Lee était, vous savez où? Sur la mer Morte. En Israël, exactement. Judiaïkel Cancorier, lui, était aussi... Dubaï. Ouais, c'était très très éloigné, effectivement. Autre salle, autre ambiance. Ça traîne pas là. Ça commence très fort. Johan Beret-Garay, lui, avait retrouvé son Pays Basque, son Béarn. Béarn, pas Pays Basque. Faut confondre. Et puis, est-ce que vous savez qui était en Toscane? Gédrasiac. Exactement, Paul Gédrasiac, très bien. J'ai écouté. Messieurs, vous êtes exceptionnels. Effectivement, les supporters peuvent suivre comme ça les joueurs grâce aux réseaux sociaux. Ils peuvent aussi suivre Ici Montferrand, puisque Ici Montferrand a un compte Facebook, Instagram et Twitter. Deuxième info, vous savez qu'il y avait un symposium ce week-end autour des commotions cérébrales, notamment dans le rugby. C'était au Parc des Sports Marcel Michelin. Pas que le rugby, c'était Omnisport. Ouais, Omnisport, exactement. Et on a eu une évolution du discours du professeur Chazal. Juste, je voulais en faire une petite info parce que vous savez qu'il a été lanceur d'alerte sur la question et assez virulent. Il tempère un peu aujourd'hui, il estime en tout cas que les choses vont dans le bon sens et que le rugby est en train de prendre le bon wagon et se pose les bonnes questions. Voilà, c'était cette deuxième info, l'évolution du discours du professeur Chazal à ce propos. Et puis cette troisième info, alors celle-ci me fait un peu rire, j'avoue. Et vous allez me dire, est-ce que vous savez qu'il y a un nouveau groupe de supporters qui a été créé de Clermont? Oui, à Toulon. Exactement, dans le Var. C'est une vingtaine d'aficionados qui ont créé les Auvergnats du Var. Ils se retrouvent pour voir des matchs de Clermont. Sur leur yacht, dont un certain Mourad B. Non, toujours pas de Mourad B. Effectivement, dans ces Auvergnats de Clermont. Juste un petit bémol, Ouais. je voudrais revenir sur le symposium. Ouais. Ouais. Plus que Chazal qui a évolué, c'est plutôt le monde du sport et du rugby en général qui commence à ouvrir les yeux, je pense. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais d'accord, très bien, Valérie. On le note. J'espère que c'est pas seulement depuis l'instauration des cartons dont on n'entend jamais parler, aucun week-end. C'est un truc qui est vraiment. Alors ça, c'est le gadget. Est-ce que quelqu'un autour de cette table a déjà vu un carton bleu brandi par un arbitre? Moi non. Mais bon. Non, mais on sent maintenant quand même, on voit l'évolution sur les terrains, on sent que le moindre chaos est pris très au sérieux. On a encore eu l'exemple. Enfin en France, pas oui, en Angleterre, on a vu un plaquage d'un autre temps. On a encore vu l'exemple ce week-end avec le match des espoirs, là, le derby entre Aurillac et l'ASM, où on voit que voilà, maintenant les choses sont prises très au sérieux dès qu'il arrive ce genre de chaos. Les journalistes doivent-ils noter les joueurs? C'est la question du débat d'Ici Montferrand. On a profité de lancer ce débat en période internationale. Pas de match de Clermont cette semaine. Valérie nous parlera tout à l'heure du match de l'équipe de France et de la performance des Clermontois, puisqu'il était au Stade de France pour assister à la rencontre France-Afrique du Sud. Les journalistes doivent-ils noter les joueurs? Dans une autre vie, moi j'étais prof et la première chose qu'on m'a appris, je vous le dis, pour les notations et pour les évaluations, c'était d'avoir une grille très claire et donc d'établir un barème. Alors vous, journalistes qui notez des joueurs, est-ce qu'autour de cette table, vous avez un barème personnel ou par exemple, vous vous dites je mettrai 2 points sur la défense, 2 points sur l'attaque, 2 points sur les passes, 2 points sur les en avant et ainsi de suite? Eh ben, tu plantes le décor d'entrée. C'est justement ça, c'est l'absence complètement de barème et de données objectives qui rendent justement la notation des joueurs, pour moi, qui ne suis pas forcément favorable, complètement subjective, justement, cette notation, parce que d'abord, on ne voit pas tout, surtout dans ce sport où d'abord, il y en a 30 à suivre sur un terrain, même si on ne suit qu'une équipe. Et c'est un exercice qui est extrêmement délicat, et notamment pour nous qui sommes dans les stades, donc éloignés, on n'a pas forcément des écrans de contrôle, on ne voit pas les ralentis. C'est presque plus facile, même je préfère presque noter les joueurs, moi, quand ça m'est imposé devant la télé ou devant un écran que dans un stade. Mais Christophe a utilisé le bon mot, il a dit subjectif. Je crois que c'est ça, en fait, ce qu'on demande aux journalistes quand on est amené à noter les joueurs, c'est un avis finalement.
on se doute que c'est pas la vérité. Moi, j'ai souvenir d'un entraîneur de top 14 qui nous avait dit je vous félicite, vous êtes vraiment très fort pour arriver à noter 15 joueurs. C'était du troisième degré, probablement. Oui, absolument. Non, c'était ironique, mais il n'avait pas tort en l'occurrence, puisque... Il l'avait dit avec un accent anglo-saxon ou non. Je vais prendre un exemple très très simple qui a été relevé dans nos colonnes par Valérie et ailleurs. La fameuse passe au coup de pied rasant de Lopez. Sauf qu'on apprend hier en écoutant Stade 2, par les journalistes de Stade 2, et où il y avait en direct Mathieu Bastaro, qui dit « Mais c'est pas la faute à Camille Lopez, c'était annoncé, c'est moi qui lui dis. C'était annoncé, on avait décelé à la vidéo dans la semaine une faiblesse sur le deuxième rideau près des lignes des Sud-Africains. Donc sur l'action, je lui dis « Tu tapes rasant ». Donc ça dédouane, et ça, si vous êtes dans les tribunes, vous êtes pas au courant des consignes, ça rend encore plus la notation et le bilan de Camille Lopez. Oui, mais le rugby ou le jeu ou le sport en général, c'est pas simplement toujours des consignes. Il y a une part de d'improvisation. Il faut s'adapter à la situation. Voilà. Non, mais comme a dit Greg, ça manque quand même d'un barème, de choses très ciblées pour pouvoir filer des notes précises, de remplir des cases. Écrire, c'est choisir. Oui. Donc au bout d'un moment, tu choisis. C'est pas dramatique. Un joueur peut être... Alors on essaye, je pense qu'on fait notre travail en conscience, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de parti pris ni dans un mauvais sens ni dans un bon sens. Mais voilà. C'est pas ce que disait un certain Ludovic R. Mais bon, et il peut arriver des fois. Oui, je vais en parler de Ludovic R. Et d'ailleurs, il peut arriver qu'on se trompe, ça peut. Mais et Fritz L, non. Mais ça peut arriver et ça arrive très souvent qu'on se trompe tous. Ça c'est évident. Bien sûr. Et puis heureusement qu'on se trompe. Imaginez, on serait tout le temps, tous les jours, d'accord sur tout. La vie serait particulièrement ennuyeuse. Surtout en matière de sport, parce que surtout pour le coup, en matière de pour sport, ça, surtout en matière de rugby. C'est le début d'éditorial que tu nous fais. Moi, je suis pas favorable aux notes. Je vais vous dire pourquoi. Il y a d'abord cette grille de cotation. Oui, en effet. Voilà. Telle action, ça mérite quoi, ou alors telle action ratée, on retire combien de points. Voilà. Un joueur qui a pour l'instant fait un match moyen, le fait de rattraper et de sauver un essai, ça rapporte combien de points? 1 point, un demi-point, 2 points. On l'amène à 7. C'est des comptes d'apothicaire. Mais non, comment tu as fait pour noter Fritzi, qui avait en effet commis 3 en avant sur un match, mais à côté de ça avait fait 16 plaquages sur 16 et avait rattrapé toute l'attaque. Typiquement, tu parles de cet exemple, on a eu un retour effectivement de Fritzli qui n'était pas satisfait de la note qu'on lui avait attribuée, que je lui avais attribuée. Donc ça veut dire que les joueurs les regardent ces notes, on est d'accord. Mais tout le monde les regarde. En fait, je voulais insister là-dessus. Même si on est contre avec Jean-François par exemple. Pourquoi est-ce qu'on fait ces notes? On le fait parce qu'on sait très bien que c'est ce qui est lu en premier, même par les joueurs et par les acteurs de... Et au-delà de ça, vous allez tous, je le sais messieurs, vous fréquentez les buvettes aussi après match. De quoi on parle à la fin d'un match? Oui, c'est ça. De quoi on parle à la fin d'un match? De qui a été bon et qui ne l'a pas été. Qui ne l'a pas été. Voilà, c'est la lecture première d'un match de haut niveau. C'est comme ça que ça se passe. Vous avez vu que Franck Ribéry s'en était pris physiquement à Patrick Guillou ce week-end, justement pour des questions pour des questions de commentaires et d'analyse de Patrick Guillou sur Franck Ribéry. On a parlé tout à l'heure de Trissi qui n'était pas très très content. Peut-être de Ludovic Radoslavljevic qui n'avait pas été très très content à son époque du sort qui lui était réservé. Est-ce que c'est après la demi-finale à Rennes? Parce que là, il était difficilement défendable là aussi. Mais est-ce que ça arrive régulièrement que vous en parliez avec les joueurs ou que les joueurs vous en parlent? Oui, de temps en temps. Ouais. Alors il y en a certains qui sont plus ouverts que d'autres. C'est comme dans le reste de la société. Avec certains joueurs, on en parle posément, sans problème. On n'est pas toujours forcément d'accord, mais avec certains, ça pose aucun souci. Et puis, comme partout, comme dans toute société, même dans cette entreprise ou ailleurs, il y a 2-3 bas du casque avec qui on ne peut pas discuter. Mais ça, c'est pas très grave, hein, c'est juste l'histoire de la vie. Est-ce que l'important avec ces notes, c'est pas aussi l'appréciation qui l'accompagne? Parce que finalement, ça éclaircit quand même beaucoup. Un 8, par exemple, un 8 sur 10, qui veut dire qu'on a fait un bon match, mais qui donne les raisons de ce bon match aussi. C'est pour ça que sur Sport Revient, on essaye quand même d'être assez complet. Argumenté. Argumenté, on le saurait bien dans la montagne, actions. Il n'y a pas assez de place pour... Ça ne veut absolument pas dire qu'on a la science infuse. Hein. C'est pas la vérité absolue, c'est un avis. Une perception. Une perception. Une photographie. C'est la perception d'un seul... même si on peut se parler à la fin du match, si on est plusieurs sur le match,
C'est en direct, on voit pas le match, on voit pas les images. Mais d'ailleurs, regardez les notes du 15 de France ce week-end. Vous ouvrez 3 journaux, vous allez avoir trois appréciations très différentes sur les joueurs du 15 de France, par exemple. Regardez le grand quotidien sportif français, par exemple, qui nous met la meilleure note à Maxime Médard le lendemain du match, et le surlendemain, Galtier prend un exemple, un truc très symptomatique d'une erreur de Médard qui pour illustrer la frilosité des Français en deuxième période. Enfin voilà quoi. Donc et ça, c'est pas possible d'analyser ça un match en nocturne. C'est impossible. Galtier s'est trompé aussi sur la fin de match avec Penaud. Donc, bon. Galtier peut se tromper par ailleurs. Oui, on réhabilite Damien Penaud. On n'a pas été les seuls à le faire, mais effectivement, qui a essayé de sauver une touche, mais qui devait l'être. Oui, bien sûr, c'était une j'en pénalité. Parlerai donc tout à l'heure. pas de souci. Enfin, une chose est sûre, c'est qu'il y a, pour tordre le cou peut-être à une vieille lune, il n'y a absolument pas de parti pris. On a plus d'affinité avec certains joueurs qu'avec d'autres. Enfin, moi, je sais qu'en ce qui me concerne, ça rentre pas du tout en ligne de compte au moment de mettre une note. Il n'y a pas un point en plus parce que je m'entends bien avec un certain ou un point en moins parce qu'on parle moins à un autre. Ça compte pas, on s'en fout. Non, mais c'est plus frais parfois la semaine suivante après une mauvaise note. C'est plus frais vos relations avec certains joueurs la semaine sur une mauvaise note. Non, pas forcément. Franchement, on a vu en plus les rapports hebdomadaires qui durent à peu près 12 minutes et demie. Ça vous va, tous en 3. Si sur les 12 minutes, les plus bavards, on passait 10 minutes à refaire le match et à dire pourquoi tu m'as mis un 5 il resterait pas beaucoup de temps pour parler du match à venir. Vous êtes 4 autour de cette table, vous regardez des matchs et vous travaillez sur des matchs régulièrement ensemble. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des avis complètement différents sur la performance d'un même joueur? Oui, ça des avis totalement différents, non. Totalement, peut-être pas, mais ça arrive. À la marge, oui. Après, on peut se donner des indications celui qui va mettre les notes ou qui va les écrire. Non, sur un match, moi je peux voir quelque chose que Christophe n'a pas vu et le contraire, on en parle, on échange et il n'y a pas de souci. Mais globalement, on reste quand même dans une tranche entre 45 et 65%, qu'on est relativement d'accord. Il faut dire aussi, il y a des postes qui sont plus difficiles à juger que d'autres. Parce il faudrait vraiment se concentrer dessus. Exactement. Alors par exemple, on va prendre le poste de pilier droit. Tu parlais d'un poste très difficile à juger. Le poste de pilier droit, c'est très dur à juger, à mon avis, parce que on va le juger par rapport à quoi? La tenue en mêlée, pas de souci. Ok, on va s'occuper de la tenue en mêlée. Mais dans la note d'un pilier droit, quel pourcentage on donne à son pousseur qui est derrière? Parce que j'ai rappelé une petite anecdote. Daniel Koze, qui a fait une superbe carrière à l'ASM, a dû beaucoup de son parcours grâce aux deuxième lignes qui poussaient à une époque derrière lui au Stade Aurillacois, un dénommé Stéphane Gerber, un deuxième ligne sud-africain surpuissant. Et c'est ça qui a fait de Daniel Koze un joueur qui a été convoité et qui est venu jouer plusieurs saisons à l'ASM. Mais alors, dans les matchs de Daniel Koze, à l'époque, quelle part de note aurait été la sienne et à combien on devait attribuer aussi dans la réussite du pilier droit le travail du deuxième ligne pousseur? Et ben voilà, c'est pour ça que c'est très difficile de noter les joueurs. Il a eu du bol lui, parce qu'il a vécu de mort après derrière, c'est pas mal. Ah ouais, il a... Non mais sérieux. Il fait une belle carrière. Une belle carrière avec un super pousseur. Non, il y a un truc qui est intéressant de dire aussi, c'est que sur le net, on propose aux gens qui voient le match de noter les joueurs après la rencontre. Je trouve que ça permet vraiment de compenser, pour le coup, la subjectivité des notes qu'on peut donner nous. Par le nombre. Par le nombre, exactement. Quand on a à peu près, sur certains matchs, on n'est pas loin du millier de personnes qui notent les joueurs. J'estime qu'à ce moment... Il n'y a pas des grosses différences en plus. Ça peut arriver, il peut y avoir des écarts. D'une manière générale, il n'y a pas 3 points de différence, mais ça peut arriver. Et je trouve que ça permet de compenser aussi ce qu'on peut dire nous. Alors justement, puisqu'on a parlé des notes des joueurs, je ne veux pas vous demander de noter les joueurs, mais Valérie, vous étiez au Stade de France, ça va être le focus de ce podcast ici à Montferrand. Focus sur la performance des joueurs clermontois en équipe de France. Ils étaient 4 au coup d'envoi. Il y avait donc Sébastien Vamaina, Camille Lopez, Damien Penaud, et le 4e, c'est Ituria. Effectivement. Ouais. Alors, l'exemple type, c'est Vamaina. Il y a plein de gens qui vont voir le bouton sur le nez qu'il a eu ce soir-là, c'est-à-dire le renvoi après le deuxième essai français où il rate le ballon en début de deuxième mi-temps. On prend 7 points derrière. Si tu vois que ça, alors qu'il fait un énorme match sur les rucks, au plaquage, au soutien, voilà. Bon, malheureusement, c'est vrai. Terrible, parce que c'est le tournant du match. Mais là, c'est une maladresse. C'est comme un coup de pied de pénalité raté. On peut pas. C'est pas la même faute que celle dont je parlerai peut-être un peu plus tard. ça sent le flop. Un ailier peut-être. Non. Je parle du deuxième ligne qui est rentré à 3 minutes de la fin. Oui. Là, pour le coup, ça te coûte le match. Alors que une maladresse, c'est autre chose. Ça. Oui, mais beaucoup de gens vont se focaliser là-dessus alors qu'il fait un bon match par ailleurs. Il fait un match solide.
Voilà. Et puis il y avait des clients en face. C'est celui qui a le plus avancé aux impacts. En direct, donc plutôt bonne note. Oui, plutôt. Enfin, voilà. Sur 10, Valérie, vous lui auriez mis combien? Moi, je mettrais un 5,5. 5,5, ok. Ouais. Et Arthur Ituria fait une belle rentrée au poste de flanqueur pour sa première en 3e ligne en équipe de France. Ouais. D'ailleurs, pour en avoir parlé, l'avoir relaté dans le journal ce matin avec Julien Bonner, qui est un peu spécialiste du poste quand même. Voilà, j'étais très content de la performance d'Arthur. Voilà. Et au-delà, là aussi, parce que les images et l'effet grossissant de la loupe de la télé, les gens vont dire il y a ce fameux ballon qui va sauver sur Colby. D'ailleurs, il a reconnu qu'il ne l'avait pas fait exprès, après coup. Mais parce que techniquement, c'était particulièrement bien réalisé pour un geste. C'est le propre du sauvetage en catastrophe. Ouais, mais il a reconnu hier qu'il ne l'a pas fait exprès. Et il s'attendait à laisser d'ailleurs. Et surtout, il est coupable à la base sur la percée de Colby. Donc il se dit il faut que je revienne parce que c'est moi qui ai un peu merdé. Ouais. Alors, c'est marrant parce que la plupart des Clermontois, effectivement, il y a toujours, ici on doit retenir 4-5 images de ce match, en plus de celle de Gabriel à la fin, dont Christophe a parlé tout à l'heure. Parlez bien face du micro. Et puis celle de celle de Teddy Thomas. Alors celle-là, ouais. Les autres, c'est vrai que les Clermontois, il y a tous un focus qui au niveau du cortex, on a retenu quoi. Il y avait Amaïna avec ce ballon raté sur le renvoi. Il y a la fameuse passe, le coup de pied rasant de Camille Lopez. Arthur qui revient sur ce ballon, plus son fameux coup de pied en touche. Et puis Penaud, cette balle, malheureusement à 1 seconde de la fin. Bon, il n'arrive pas à la voler. Les gens ont retenu, il y a certains ont retenu que ça. Alors bon, voilà, ça, c'est un épiphénomène. Justement, Camille Lopez, on n'a pas parlé de sa performance individuelle et personnelle. Vous en avez pensé quoi sur ça? Plutôt pas mal pour le reste. Après, bon, il avait des stratégies, les consignes d'envoyer des quilles. Et il l'a plutôt bien fait. Je l'ai trouvé plutôt précis justement dans son il y a jeu. eu quand même le deuxième essai en début de deuxième mi-temps notamment. Souvenez-vous, en tout début de match, il en fait une qui est très belle, il fait une transversale. Elle est pas loin pour Damien Penaud. Il manque vraiment pas grand-chose. Ils peuvent marquer d'entrée. C'est dommage, France Télévisions n'a pas donné le ralenti de cette passe. J'aurais bien aimé voir. Je suis assez d'accord avec, on en parlera. Je suis assez d'accord avec Alain Penaud qui s'est un peu exprimé là sur notre site, là, sur le site de la montagne et de Sport Auvergne, qui dit qu'il s'est un peu arrêté de jouer à l'heure de jeu, mais c'est le mal français depuis des semaines, enfin des mois et même presque des années. On a une rupture à ce moment-là, et c'est vrai que c'est ce que met en exergue d'ailleurs Galtier dans l'équipe ce matin. C'est quoi, Christophe? C'est physique, c'est mental, c'est quoi? Je pense que c'est plus dans la tête. C'est ce qu'on appelle la peur de gagner, quoi. On ne sait plus trop quoi faire et tout. Et là, ils se sont mis à arroser alors qu'il aurait fallu. Il y a eu des surnoms qui auraient pu se créer. Enfin bon. Et Lopez pour moi, a été très très bien pendant 1 heure, c'est vrai. Et après, dans le fil, ça s'est un peu crispé, quoi. Un peu à tous les oui, parce qu'ils se sont retrouvés. Mais merde, on mène et on va gagner. Mais comment on fait? Tout simplement. C'est quelque chose qu'ils n'ont plus l'habitude de gérer. Ces moments-là. Ils sont habitués à faire la course derrière, pas à faire la course devant. Il y a une réaction extrêmement intéressante, c'est André Pollard, l'ouvreur sud-africain, qui dit après le match, il dit bon, on a gagné ce match parce qu'on s'est refait la cerise mentalement lorsqu'on est allé gagner à Wellington contre les All Blacks. Si on ne gagne pas ce match à Wellington, on ne gagne pas ce soir. Et ils disent, nous, dans la tête, on n'a pas lâché. Il dit, les Français, ils sont dans le doute, ils sont dans le noir. C'est une histoire de confiance, quoi. Une histoire de confiance. Et effectivement, en France, là, quand tu regardes certains joueurs, mais c'est quand même hallucinant sur leur carrière. Même les jeunes. Ituria, il est à 4 matchs en équipe de France, 4 défaites. Penaud, 6 matchs, 6 défaites. Alors après, on monte les autres. Alors, ceux qui sont là depuis quelques années, là, qui ont connu Saint-André, qui ont connu Novès et qui sont maintenant avec Brunel, il y en a certains, ils ont des ratios, c'est effrayant, quoi. Ils n'ont connu que des gamelles. Donc c'est compliqué, effectivement, comment aborder ce dernier quart d'heure quand ils sont à touche-touche. Souvent, dans la tête, ça craque. Faut Yannick Noah. Tu voulais rajouter quelque chose, Christophe, non, Non. Ok. Eh bien, on va passer au top flop désormais de ce podcast ici Montferrand, comme chaque semaine, et je vais commencer le tour de table avec Valérie, avec ton top. Eh ben, le top, je vais parler de Guillaume Guirado, que je trouvais extrêmement décevant depuis très très longtemps, et triste en équipe de France. Et là, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Au-delà de son essai, où il vient gicler sur le bord du môle. Mais non, j'ai trouvé qu'il était bien, il avait un client en plus en face. C'est bon, quand Skoltine marque, le meilleur, voilà, ce qui se fait de mieux au monde aujourd'hui. Et franchement, non, j'ai trouvé qu'il était bien, même dans son rôle de capitaine. Et justement, sur cette fameuse dernière mêlée, c'est là où ça pose un problème, c'est qu'il n'y a pas de leader pour dire qu'est-ce qu'on fait.
ce que dit Madame Bonner dans nos colonnes, il dit on a joué cette mêlée comme si on perdait et qu'il fallait aller marquer. Il n'y avait pas de Guirado devant, il n'y avait pas de Picamol derrière, enfin il n'y avait pas de mec à 50-60 sélections et pas loin de 30 piges pour dire voilà, on va calmer le turbo, on va y aller doucement, on n'a pas besoin d'aller marquer, il reste moins d'une minute à jouer. Il faut garder le ballon, point barre, et ça ils n'ont pas su le faire. Et je pense qu'à ce moment-là, Guirado a manqué. Jeff ? Moi, mon top, ça va être l'Irlande. Sa victoire 28-17 face à l'Argentine. L'Irlande qui a gagné le tournoi, l'Irlande qui est dure à jouer, l'Irlande qui va... Il y a quelque chose qui va être très intéressant, c'est le test face aux Blacks, là, le Irlande face à la Nouvelle-Zélande. Va en dire beaucoup sur la capacité des Irlandais, parce que dans le tournoi, ils font ce qu'ils font, ça passe, ça gagne. C'est passé fin face à la France, on le sait, le drop de Sexton. Là, à nouveau, ça passe, ça gagne. Et est-ce qu'ils ont encore une marge de progression ? Est-ce qu'ils peuvent encore continuer à élever leur niveau de jeu et titiller les Blacks comme les Anglais l'ont fait ? Et même s'ils perdent d'un point, les Anglais, quelque part, c'est même quasiment une victoire morale pour eux. Mais est-ce que les Irlandais sont capables de faire encore mieux que les Anglais ? Je le pense, ouais. Sachant que les Irlandais, dans la tête, ils ont basculé depuis, ils ont enfin battu les All Blacks, même si c'était à Chicago. Ils les ont battus une fois et ça change tout. Donc mon top à moi, c'est l'Irlande. Ouais. Le match de l'Irlande a aussi montré que l'équipe de France n'allait pas s'amuser contre l'Argentine la semaine prochaine. Ton top, Fred ? Enfin, en fin de semaine, pardon. Mon top, Valérie, on a parlé longuement, c'est Arthur Iturria. Nous, on savait en suivant de près l'ASM régulièrement que son passage en troisième ligne était quand même d'une efficacité incroyable. Là, on l'a vu au haut niveau, dans peut-être ce qui était le contexte le plus difficile, puisque en termes de puissance physique, parce que c'est souvent le reproche qu'on fait à Iturria, on dit que c'est un avant qui est très mobile, qui est très technique, mais qui manque peut-être de puissance. Là, il était face à peut-être ce qui est le plus gros pack du monde, en tout cas, en termes de densité physique. Et moi, je l'ai trouvé incroyable. Et en tout cas, je l'ai trouvé au niveau international. On va terminer le top avec Christophe. Je vais reprendre un petit peu le top de Jean-François, mais je vais l'élargir aux autres nations de l'hémisphère nord, celles qui jouent le tournoi, exception faite, bien sûr, de la France. La France. Vu que les 3 nations, enfin Celtes ont gagné, l'Écosse contre les Fidji, Pays de Galles contre l'Australie et l'Irlande, Jean-François l'a dit, contre l'Argentine. Et l'Angleterre, tu l'as souligné aussi, qui perd un point, mais on a senti que c'était pour eux presque une victoire par rapport à le manque la dynamique qui s'était un peu inversée là, ces derniers temps. Et là, on a l'impression qu'ils ont retrouvé un élan. Donc l'Europe, elle est présente. Et tu parlais d'Irlande. Par contre, l'Irlande, c'est la seule nation qui n'a jamais dépassé le stade des quarts de finale dans une Coupe du Monde. Donc ça sera vraiment le rendez-vous de Joe Schmidt et des petits hommes verts. Là, c'est le Japon. Et il va falloir qu'ils fassent mieux que ce qu'ils font depuis 30 ans en Coupe du Monde. Ils se sont toujours arrêtés en quart de finale. Donc toutes les nations européennes sont présentes sur cette tournée d'automne. Sauf une. C'était aussi ton flop pour... Non, c'était pas mon flop. C'était mon top par rapport aux autres nations du tournoi. Allez, je vais faire un peu dans les ordres. L'Italie, bien sûr. Fred, ton flop, c'est quoi ? Mon flop, c'est la réalisation de France Télévisions. Je sais que c'est pas très confraternel de parler de nos amis de France Télé, mais honnêtement, j'ai trouvé le match... La réalisation ou les commentaires, pardon ? Oui, la réalisation surtout, parce qu'à la limite, les commentaires, on peut couper le son, ce qui m'arrive de plus en plus souvent, malheureusement. C'est vrai que les commentaires n'ont pas été spécialement à la hauteur non plus. Alors, la réalisation, pour en avoir parlé un peu cette semaine, effectivement, il y a eu beaucoup de plaintes, et notamment sur les réseaux sociaux, des plans serrés qui ne permettent pas franchement de voir... Plans serrés à des moments totalement inopportuns et désaxés. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur un axe vertical et tout, c'est regardable. Les vues aériennes sur les mêlées, sur les touches. Le principe d'une retransmission, quand même, c'est évidemment de faire vivre le match, mais c'est déjà de le regarder, de pouvoir le regarder dans de bonnes conditions. Et ça n'a pas été le cas. On a l'impression qu'ils mettent un truc en scène, un spectacle, alors que les gens qui regardent le rugby veulent voir si le pied droit pousse en travers, si le gaucher est bien dans l'axe, machin. Et alors là, les vues qu'ils proposent... Et pour reprendre ton flop, j'ai 2 personnes rencontrées aujourd'hui qui m'ont signalé un problème technique probablement, qui étaient comme beaucoup de gens invités le samedi soir et qui sont vite rentrés chez eux à 10h pour voir le match en replay. Et alors là, ils ont eu le droit qu'à la première mi-temps, parce que France Télévisions a oublié de mettre apparemment. Il y a un gros bug. Il y a eu un gros bug. Ils n'ont pas appuyé sur le bouton rouge. Tant mieux, la France a gagné. Alors, tu restes sur une bonne impression. Tu restes sur une bonne impression, c'est vrai. Voilà. Mais tu te réveilles le lendemain, on t'apprend que tu as perdu...
Non, mais Greg, t'en parlais, c'est vrai qu'aussi les commentaires ont été un peu décevants là, de brocarder ce pauvre Penaud sur cette dernière action, alors que si le ballon sortait en touche. Ouais, ça revient un peu à notre débat de noter un joueur en direct. Je pense qu'en direct, oui. Là, ils oublient la règle, ils sont un peu dans l'émotion de cette fin de match qui est en train de filer. Oui, c'est pas tout à fait le cas des notes quand même, parce que pour le coup, le commentaire, c'est sans filet. Le commentaire en direct, les notes, on peut passer un petit coup de fil. Oui, mais en même temps, un match à 20h30 qui se finit à 22h15, bouclage 23h, 23h15. Ah, dans tous les cas, il faut être rapide et efficace. Il faut être rapide, efficace. On refait le débat, non? Ça demande. Ça demande. Fini 23h03. Valérie, ton flop? Alors mon flop, moi, c'est les affluences. Je pense que partout, on a vu à peu près 50 000 personnes au Stade de France. Moi, je suis persuadé qu'il n'y avait pas 50 000, puisqu'il y avait pratiquement la moitié du stade, tout ce qui était derrière nous, c'était vide, et une partie en haut. Les Barbarians à Bordeaux ont fait 12 000. Les filles à Toulon, alors c'est vrai, on en parlait tout à l'heure, il y a eu un épisode Sévenol sur la rade. Plus le contexte, j'allais dire, difficile du rugby à Toulon, ça, je pense, n'incitait pas les gens à venir. Ah, j'aime bien quand même une petite pique à Toulon quand même. Faut bien. Écoute, il n'a pas dit du mal de Colazo encore. Et donc. Mais il était certainement présent à Toulon ce jour-là. Sûrement. Ouais. Ouais. Tu le salues, Valérie? Donc je finis. Et donc, non, c'est vrai qu'il y a un problème il y a une vraie désaffection. Faut faire attention. En plus, la Fédération française de rugby avait bradé les places à 25 €. Ouais. Et donc tout ça est lié effectivement uniquement au résultat. Une petite anecdote personnelle, j'ai mon fils qui fait ses études en Irlande, et la semaine dernière, il m'a appelé, il me dit « Chouette papa, je vais aller voir Irlande-Argentine ». Je dis « Super », il joue au rugby à côté. Et il m'a rappelé après, il me dit « Bon, je vais le regarder à la télé parce que 150 € la place, je vais rester, on va aller boire une bière dans un pub avec les copains ». Et voilà, donc effectivement, la France brade ses places et n'arrive pas à les vendre. L'Irlande les vend très cher et on n'en trouve pas. Ouais, en fait, en même temps, la Viva Stadium fait 50 000 places, pas 80. Oui. C'est vrai aussi. Jeff? Alors, j'aurais pu parler de la fréquentation, j'aurais pu parler des places bradées à moitié prix. On en a déjà parlé la semaine dernière. Voilà. C'était mon flou. Et je pourrais vous parler aussi de l'audience télé, 3,8 millions pour un match de l'équipe de France derrière TF1 et les Energy Music Awards. Ah non, mais je me suis regardé. C'est normal. Attendez, il y a beaucoup de travail. Derrière France 3 qui proposait une rediffusion de Victor Lanoux. Non, et derrière France 3 qui proposait un épisode inédit du commissaire Magellan, ce qui me permet d'ailleurs Romain Magellan? Non, pas du tout. Ce qui me permet d'ailleurs au passage de saluer son créateur, auteur et scénariste, ancien collègue d'école de journalisme. T'es sérieux là? Tout à fait. Laurent Mondy, avec qui j'étais en école de journalisme et qui est le créateur de cette série. Je ne vais pas vous parler de tout ça. Non. Je vais vous parler du maillot de l'équipe de France. Alors, qu'est-ce que c'est que cette intéressant, coupe? Ah, franchement, la coupe du maillot, c'est une catastrophe. J'ai eu l'impression de revoir les maillots du Mondial 99, moi. Exactement. Voilà, tout à fait. À la maison, et je revois ces maillots. Quand j'ai revu les images, je me suis dit, c'est du replay, c'est un vieux match, il y a un problème, quoi. Parce que une coupe improbable, on a des photos, mais c'est une équipe de 13. Mais ça ressemble à rien. Non, sérieux, j'ai rien contre cette équipementier qui est très sympa. Je mets un bémol, je trouve que c'est assez chouette. La coupe, elle est en bois, quoi. La coupe, on est d'accord. Mais je trouve bien qu'on est revenu à un vrai bleu France. Il y a un vrai bleu roi. Le blanc, le short blanc, les chaussettes rouges, voilà. Avec le sponsor Air France, non. Alors la coupe, elle est naze. Et puis bon, je suis désolé, mais j'ai du mal à m'y faire d'avoir autre chose que le coq et sur le maillot, quoi. Voilà. Mais le sponsor est raccord. Pour une équipe en chantier, je trouve que le sponsor est assez raccord. Moi, je retiendrai quand même celui qui était en dessous, là, le sponsor qui est là. Je retiendrai quand même que pour faire passer deux flops, il suffit de dire j'aurais pu vous parler, puis non, je vais vous parler de. Très bien, bravo Jeff. Mais c'est de la rhétorique, je crois. Ça, c'est. Bravo Jeff. Un exercice. Christophe, pour finir. Eh ben moi, ça va être, on en a déjà un peu parlé, même déjà pas mal. C'est le coaching de Jacques Brunel sur ce match. Je suis assez d'accord avec Christophe Lamaison qu'on a interrogé pour débriefer ce match, qui dit qu'il ne comprend pas le changement de charnière systématique, ces changements de joueurs, histoire de faire du coaching pour du coaching. Et à la fin, c'est flagrant sur cette fameuse dernière mêlée. Il y a pas. Alors, Valérie parlait de Guirado, de Picamol qui n'était plus sur le terrain, mais c'est au numéro 9, c'est au patron de dire maintenant on verrouille
on verrouille cette dernière action, il reste moins d'une minute, on n'écarte pas un ballon à plus de 20 cm, vous êtes allé là. C'est un vrai patron neuf, c'est ça. Alors Dupont, il était là, mais Dupont, c'est une mobilette, c'est un grand joueur, c'est tout ce qu'on veut. Mais est-ce que c'est déjà un patron? J'en sais rien. Il est jeune. On ne peut pas lui demander autant qu'un Morgan Parra qui, lui, dans les mêmes conditions, aurait géré certainement différemment. Oui. Et qu'est-ce qui va me faire rentrer Gabriel à 3 minutes de la fin? Le deuxième ligne qui rentre, j'ai rien contre ce garçon, hein, mais qui rentre pour 3 minutes. C'est là que ça va s'abréger. Qui visiblement avait envie de se montrer et tout, et qui va nous faire 3 mètres avec le ballon au lieu de faire les 50 cm qui auraient permis de rester proche de son soutien. Et en plus, regardez les images, hein, les gars. Il va plonger directement dans les jambes. Ouais. C'est incroyable. Au moins, tu vas impacter au niveau du torse pour donner du temps déjà au soutien de venir et de ferrailler. Tu restes debout. Pardon, là, le mec, il va plonger en bas. C'est comme si tu filais le pistolet au défenseur. Pour les gens qui ont regardé le replay de France Télévisions, tu parles de quel joueur? Gabriel. Merci. Et donc, Moflop, c'est ce coaching qui fait rentrer des joueurs... Serein, il a fait un match honnête, il était plutôt en réussite. Je comprends ce que dit Christophe, mini bémol quand même. Rappelons qu'il reste très peu de matchs avant la Coupe du Monde. Il faut aussi tester des joueurs. Après, tu ne vas pas tester un mec sur 3 minutes. Voilà, sur 3 minutes, c'est ridicule. Mais de faire rentrer des joueurs et puis voilà, de les intégrer Serein, aussi. Il a fait 60-65 minutes, il est dans le truc. Il a été bon d'ailleurs. Il est dans le match, c'est lui qui donne le timing et tout. Mais il aurait, je pense, et je ne suis pas plus fan de Serein que de Dupont, mais il aurait probablement resserré les boulons sur cette dernière mêlée en disant mec, mais attendez les mecs, ça va être compliqué contre l'Argentine. On va gagner ce match. Ça risque d'être compliqué contre l'Argentine. Combien à Serein alors Merci messieurs pour votre top et vos flottes. Ce podcast est quasiment terminé, mais il reste bien sûr le quiz. Je rappelle que Christophe est très en avance, que Valérie le talonne, que Jeff n'est pas loin non plus, et que moi je n'existe pas. Tu n'avais pas fait d'émission avant, et il va pouvoir commencer aujourd'hui à jouer. On va d'abord commencer par deviner un match. Je suis un match de top 14. Mon score final est 23-18. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Oui. 23-18. Un petit peu, ouais. L'une des deux équipes participantes était l'ASM. Oui. Ouais, je vous ai aidé. Je me suis disputé à Saint-Denis et plus précisément la finale contre Toulon. C'est pas bien 2007. Oui. Finale contre Toulon. Qui l'a dit? C'est Christophe ou Valérie le premier? Les deux, on était d'accord. Enfin bon, tu peux le dire, oui, si tu veux. Allez, un point pour Valérie, un point pour Christophe. Bon, allez, ouais, égalité. Je vous sens égalité. Dès que tu as donné le score, on avait Magnéto, Serge. Ouais, dès que tu avais donné le score, on avait percuté. Effectivement, Adiké Samo. Non, c'est ça. J'ai eu lieu le 9 juin 2017. Je suis la finale du championnat ASM. 2007. Ah oui, parce que 2017, c'était le 4 juin. Exactement. Et puis, c'était un dimanche. Là, c'est une le résultat n'était pas le même non plus. Allez, un point pour Valérie, un point pour Christophe. C'est une personne que on va chercher. J'étais cadre supérieur chez Michelin et j'ai présidé. Et là, Jean-Marc Lermé. Pardon? Fontès. Non. Dupasquier. L'ASM de 96 à 2004. Jourdan. Exactement, c'est pour Christophe. Deuxième point pour Christophe. J'étais président du passage au professionnalisme. Mon nom est associé au recrutement notamment de Christophe Pombé. Aussi à ce Team Lane où Steven Hens, je cède mon siège en 2004 après un épisode compliqué après avoir donné les pleins pouvoirs à Yardé. Je suis décidé en juillet 2018. Je suis Jean-Louis Jourdan. Président de l'ASM et cadre supérieur chez Michelin, c'est un pléonasme, hein, ça a toujours été. C'est pour ça qu'on attendait la suite. Parce que Allez, je suis né en France en 1978. J'ai joué 2 saisons à Clermont de 2003 à 2005. Je suis 3 carrels, je suis français. J'ai joué une finale de Coupe d'Europe avec Clermont, c'était contre les Harlequins. Je fais 1m89, enfin en tout cas. Kuzbik. Exactement, Sébastien Kuzmik. Oh là 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 là. 1m89, 95 kg lors de ma carrière, effectivement. Ouais, je vous demandais quelque chose de très subjectif. Il va falloir retrouver, ce sera ma dernière question. Écoutez bien. La note qu'on avait donnée à Rado. C'est le top 3 réalisé par un confrère en 2016, en l'occurrence le site Rugby-Rama, qui a établi le top 3 des joueurs clermontois de l'histoire de la SM Clermont-Auvergne. Qui avait-il nommé en 2016 sur le podium? 2016. Ouais. Attention, c'était pas le top 16 c'était pas le top de 2016, c'était le top 3 de l'histoire de tout Clermont. Et on donne le nôtre, Saint-André, il faut Rougerie. deviner. Tu veux dire Romeu, Saint-André et Rougerie? Tu en as deux. Romeu, Rougerie, deuxième Romeu, premier Rougerie. Et qui était le troisième? James. Non. Mais c'était effectivement un ouvrier de la SM Clermont-Auvergne. Merceron. Gérald Merceron, si exactement. Ils avaient mis troisième. Gérald Merceron, c'était en 2016. Ah oui, les choses ont évolué. Et tiens, et ton top 3 alors, Christophe, ce serait quoi, toi Rougerie, oui. Oui, Rougerie, c'est évident. Rado. Romeu, c'est évident. Romeu deuxième et finalement c'est sur le troisième qu'il peut y avoir discussion. Peut-être Dada. De mémoire, il me semble qu'eux avaient mis en quatrième Napoléon Alaga.
Ah oui. Bernard Chevalier, Ouais, il serait dans le top 5. Ouais. Dada, Nalaga, c'est pas mal. Disparu lui aussi cet été. Nalaga, tout à fait. Il était meurtrier. Rougerie en premier. Et après, il y a pléthore, hein. Morgan Parra sera pas loin. Morgan. Sera pas loin du top 5. Hein. Difficile de ne pas le mettre dans le top 5 par rapport à sa longévité, ce qu'il a apporté. De Brennus, quand même, accessoirement. Deux titres. N'oublions jamais que c'est le seul joueur qui a joué les 2 finales titulaires. Hein. Voilà. 2010 et 2017. Moi, oui, Morgan Parra, Aurélien Rougerie. Ça mérite une statue. Jean-Pierre Rome. Après, Bernard. Eric Nicole. On était d'accord avec. On fera une émission là. Effectivement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous pouvez bien sûr sur les comptes Twitter et sur les comptes Facebook d'Ici Montferrand, vous nous donner vos remarques. Et comme le dit très souvent Martial Delecluse, qui est assis à ma place d'habitude, nous acceptons toutes vos critiques positives, négatives, mais avant tout constructives, bien sûr. Et on n'a pas sa story Instagram, Martial Delecluse, on sait pas où il est en vacances lui alors. Et sur Facebook et bien sûr sur Twitter, vous pouvez nous donner votre top 3 des joueurs de l'histoire de l'ASM Clermont-Auvergne et puis aussi nous dire si vous êtes pour que les journalistes notent ou non les joueurs. Merci messieurs d'avoir participé à ce podcast et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. On parlera de la victoire de l'équipe de France face à l'Argentine. Peut-être. Compliqué. Compliqué. Ciao. Allez, ciao. Au revoir. Ciao.